Voilà, voilà. Bon, eh bien, on va tout doucement débuter. Alors voilà, écoutez, tout d'abord, bienvenue à notre second webinaire sur les rendez-vous techniques pour tout savoir sur la qualité de l'air intérieur. Je vois qu'il y a encore des petites entrées. Donc voilà. Alors, l'idée aujourd'hui, au niveau de notre webinaire, nous allons parler des composés organiques volatiles ou les COV. Donc, ce webinaire fait partie d'une série de 4 webinaires dont un a déjà été donné le 25 août sur la ventilation. Nous en aurons un autre le 8 septembre 2022 sur le radon et le mercredi suivant, 14 septembre, sur le monoxyde de carbone. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site www.ether.eu si vous voulez plus d'infos à ce sujet. Alors, petite note qui n'est pas dans les slides ici, le 26 septembre, au Cluster Éco-Construction, nous donnerons une formation QAI gratuite en présentiel directement sur les lieux du cluster à Namur. Donc, ça aussi, vous avez toutes les informations qui seront disponibles directement sur le site ether.eu. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà. Alors, au programme aujourd'hui, l'introduction sur l'importance de se prémunir au niveau des composés organiques volatiles. On va parler des risques pour la santé, des gestes métiers, des choix des matériaux, des étiquettes, des labels et de ce qu'ils prennent en considération. Tout ça présenté par Monsieur Delose ici présent d'Espace Environnement. Juste après, on aura une présentation sur les avantages de la peinture et des enduits naturels pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur. Et cette partie-là sera présentée par Monsieur Alain Mertens de Natural Paint. On passera ensuite aux questions-réponses. Donc, on vous demande d'éteindre vos micros pendant les présentations des intervenants. On reviendra bien sûr sur l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à les mettre de côté ou à les noter directement dans les chats. Comme ça, on revient dès que les présentations sont terminées sur l'ensemble de vos interrogations. Voilà pour le programme. Alors, petite note Ether en quelques lignes. Donc, qu'est-ce qu'Ether? Donc, c'est l'économie transfrontalière et la qualité de l'air intérieur. En gros, c'est un projet Interreg qui met à disposition des professionnels tout un tas de ressources et informations pertinentes pour contribuer à une meilleure QAI. Tout ça réalisé par 9 opérateurs, flamands, français et wallons, d'où l'idée transfrontalière. Alors, on a des dizaines de chiffres évidemment interpellants. J'en ai repris quelques-uns qui me semblent assez percutants. Savoir que l'air intérieur peut être jusqu'à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Au niveau des chiffres de l'OMS, on dénombre 3,8 millions de décès prématurés dus à la pollution de l'air intérieur des habitations. Les moisissures, on a un peu plus d'un tiers des logements qui présentent des moisissures. Et alors, 90% de la population mondiale vivait en 2016 dans des endroits où les lignes directrices de l'OMS n'étaient pas respectées. D'où l'importance, évidemment, de mettre en avant ces études et ces recherches sur la qualité de l'air intérieur. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur Étienne Delose qui va nous parler de tout ça. Voilà. Un bien grand merci. Je vais partager mon écran. Allez, petit. Voilà. Eh bien, un grand merci de m'avoir invité à vous parler des COV, le risque pour la santé lié aux COV dans le domaine de la construction. Vous verrez aussi que la construction est évidemment intimement liée avec l'acte d'habiter par les occupants après les phases de construction-rénovation. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui petite présentation sur cette problématique des COV et de quelques lignes aussi sur comment ce qui peut vous guider en tout cas dans le choix de matériaux moins émissifs. Donc moi je travaille à Espace Environnement avec Yasmina, je travaille sur le projet Santé Habitat, qui travaille principalement sur de l'information et de la sensibilisation sur les questions de pollution intérieure. Alors, l'exposé va envisager différentes étapes suivantes. Un petit mot quand même sur pollution extérieure, pollution intérieure. On vient d'en parler avec les chiffres de l'OMS. La question de la qualité de l'air intérieur et la santé en général.
je vais dire quand même un petit mot parce que c'est méconnu sur les enjeux socio-économiques de cette qualité intérieure, parce que c'est quand même, affolant. La qualité de l'air intérieur et le cycle de vie du bâtiment, et puis on parlera de la SCOV, et la santé, les sources d'exposition et un petit mot sur les labels. Alors quand on compare ce qui se passe à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments en termes de substances, polluantes, eh bien on constate clairement ici qu'en diversité et en spécificité, mais surtout en concentration, l'air intérieur est hautement pollué par rapport à l'air extérieur. Alors, c'est une étude ici qui a été réalisée en France par l'Observatoire de la qualité intérieure, et ils ont quand même noté une forte disparité en fonction du type de logement. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails ici. Les chiffres sont suffisamment clairs, comme cela, et ce n'est pas propre à la France. Évidemment, des études similaires ont été réalisées dans d'autres pays et montrent des résultats similaires, comme ces résultats ici menés, au Grand-Duché de Luxembourg, qui, s'était attelé sur les polluants cancérigènes possibles, certains et probables. Vous avez ici, quelques exemples de produits qui ont été trouvés, et leur constat c'était que dans 42 des immeubles analysés, il y avait en moyenne 4,16 polluants cancérigènes, cancérigènes probables, cancérigènes possibles. Tout ça évidemment a un coût, et je passe tout de suite à cet aspect, qui m'a toujours, fait sortir les yeux de la tête en me disant: «Mais enfin, c'est pas possible». En fait, il faut se rendre compte qu'à partir du moment où il y a, des problèmes de pollution, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes de santé. Eh bien, la France a fait une étude, exploratoire. Il y a d'autres pays qui en ont mené aussi. Mais donc l'ANSES en 2014 a fait une étude exploratoire sur le coût social, socio-économique de la pollution de l'air intérieur, et considérant les 28 000 cas de pathologie annuels et les 20 000 décès annuels dus à la qualité de l'air intérieur, ils arrivaient, tous, coûts confondus, pour 6 polluants, à un chiffre de 19 milliards d'euros par an. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir, à quoi est-ce dû ce problème de pollution intérieure? Ben, c'est assez simple à résumer. On y amène beaucoup de polluants, soit par ses comportements, soit parce qu'on a, heu, mis au départ des matériaux qui étaient pollués ou émissifs, et par les règles actuelles, qui poussent à mieux, isoler ces logements. On a une tendance à transformer les logements en thermos. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a une concentration des polluants, et généralement, malheureusement, ça se fait un peu au détriment de la ventilation. Donc pour faire simple, évidemment, la solution, c'est choisir des matériaux et des produits moins émissifs, adapter ses comportements, mais surtout, évidemment, assurer un bon renouvellement de l'air, manuellement ou mécaniquement en fonction de l'installation dans la maison, afin d'éliminer les polluants que vous n'auriez pas pu, éliminer. Alors, et la construction alors? Eh bien, quand on regarde le pourcentage ici, c'est encore une étude menée au Grand-Duché de Luxembourg qui, mesure, les polluants dans des bâtiments et le pourcentage, des bâtiments entre guillemets, «contaminés», et le temps. Eh bien, on se rend compte qu'au cours du temps, il y a une diminution progressive des polluants, et ça, c'est normal puisqu'il y a une émission et une diffusion et une dilution et une élimination par, la ventilation. Mais on remarque que selon une période, assez régulière de 40 à 20, à 30, puis 10 ans, il y a comme ça une recrudescence des polluants, et en fait, ça correspond tout à fait au moment où, en fonction de l'âge du bâtiment, on est amené à pratiquer des travaux de rénovation plus lourds, plus importants, et qui amènent une quantité de polluants importante dans les bâtiments. Alors quand on parle de bâtiments de pollution, on peut aussi s'intéresser à la manière dont on est exposé à ces polluants. Le travailleur est exposé généralement à des fortes, concentrations, mais pendant des courtes périodes, tandis que l'occupant, lui, va être exposé pendant de longues périodes, mais à des faibles doses. Et donc on voit qu'ici, on a évidemment de cas de figure, différents, mais ça montre bien l'importance de ce qu'on va faire et avec quoi on va faire les travaux de construction, de rénovation. Alors un petit mot aussi, sur la manière dont ces polluants peuvent, être, pénétrer en tout cas dans l'organisme. Il y a évidemment d'abord, l'inhalation par les voies, respiratoires. Il y a,
la voie par contact, donc transcutané. Et puis, il y a tout ce que l'on va ingérer sur chantier ou dans la maison après, et qui pourrait être, entre guillemets, imprégné ou contaminé par ces polluants. Ce qui veut dire en gros que, pour le travailleur en tout cas, les mesures de protection collective individuelle sont indispensables pour limiter en tout cas l'exposition aux polluants en général, et évitons de manger sur chantier, ou en tout cas se laver les mains et prendre certaines mesures de protection pour ne pas exposer sa nourriture à ce que l'on va exposer la nourriture aux polluants. Alors, quand on regarde la diversité des polluants auxquels on peut être exposé, pardon, il y a évidemment les polluants en catégorie chimique, il y a les physiques, il y a les biologiques, et nous aujourd'hui, on va se concentrer, on va aller un peu plus loin dans la thématique des polluants chimiques et plus particulièrement des composés organiques volatiles. Alors, qui sont-ils ces polluants organiques volatiles, ces composés organiques volatiles? Avant d'être polluants, ce sont des composés qui entrent dans la fabrication de nombreux produits. On peut en séparer une dizaine de familles avec plus ou moins 900 substances différentes. Vous voyez, c'est assez large. Alors, les problèmes santé liés à cette multiplicité de substances peut être l'odeur qui pourrait générer une gêne olfactive, mais qui peut devenir une irritation, une inflammation dans certains cas, voire provoquer des allergies, amener des signes neurologiques, vertiges, perte de concentration, de coordination, fatigue, maux de tête, irritabilité, somnolence, peuvent occasionner des troubles au niveau du système hépatique, donc le foie, digestif ou de filtration, le système des reins. Ça peut aussi avoir des effets sur la reproduction, le développement fœtal, des effets cancérogènes, et c'est un peu à la mode, on en parle beaucoup pour le moment, mais ces éléments, enfin ce lien, polluant-organisme est connu depuis plusieurs dizaines d'années. C'est cette caractéristique, en tout cas, de perturber le système endocrinien, le système hormonal pour certaines substances. Et ça m'amène à penser, en fait, à parler, en tout cas, de la relation entre la dose et l'effet. En fait, on considère souvent que plus il y a une substance et plus le risque est important d'avoir un problème, puisque chaque substance a comme ça une dose limite à laquelle qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas occasionner un problème de santé. Eh bien, en fait, ces molécules qui ont la capacité d'interagir avec le système endocrinien, eux, bypassent complètement cette problématique de la relation effet-dose et peuvent agir à des très faibles concentrations. Et l'effet endocrinien est surtout problématique pour les jeunes enfants, donc tous les stades de développement entre l'embryon et l'adolescence sont particulièrement sensibles à ces molécules. Et donc ici aussi, on est confronté à l'importance de ne pas avoir ce genre de substances dans les matériaux de construction, puisqu'ils vont se libérer, les polluants vont se libérer pendant une longue période, et donc potentiellement dans des espaces occupés par des femmes enceintes ou des jeunes enfants. Alors, les composés organiques volatiles, volatiles, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des substances chimiques complexes qui s'évaporent à température ambiante et qui ont malheureusement souvent la caractéristique d'être appliquées sur de larges surfaces, sol, mur, plafond. Et ça m'amène à distinguer en fait trois types de composés organiques volatiles. Vous allez avoir les très volatiles et les volatiles qui vont s'éliminer assez rapidement. Et puis, vous allez avoir les semi-volatiles qui, eux, vont se désorber du matériau beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que dans les tests de matériaux, on réalise ces tests à 3 à 4 jours et puis à 28 jours, parce qu'on veut prendre en compte ce phénomène de désorption plus tard. Alors, les émissions vont dépendre de l'état du matériau, les interactions avec le support, l'épaisseur du matériau, la température ambiante, l'humidité relative qui peut intervenir sur la capacité du CO2 à se libérer, la présence d'autres polluants, et bien sûr, je vous l'ai montré avec le temps qui passe. Et on va distinguer aussi, au-delà des émissions primaires dont je viens de vous parler, des émissions qui vont se matérialiser pendant les premières années de vie du matériau, des émissions qu'on appelle secondaires, parce que les COV ont aussi la capacité de réagir avec l'environnement, avec d'autres polluants, de se dégrader et puis former des sous-produits qui vont eux-mêmes réagir avec d'autres produits. Et donc, en fait, ça, c'est plutôt une émission qui peut se diffuser, se diluer tout
tout au long de la vie de la présence du matériau. Ça m'amène à vous parler de 2 principes qui sont très importants. C'est le principe de prévention, c'est-à-dire qu'on va prendre dès lors des mesures de protection parce qu'on est certain qu'il y a un risque d'exposition, enfin un risque pour la santé si on est exposé à une substance. Mais ensuite, le principe de précaution, et c'est-à-dire que quand il y a un doute, quand on ne se connaît pas bien ou qu'il y a une incertitude, eh bien, il faut finalement franchir le pas et se dire qu'on peut prendre aussi des mesures de protection contre certaines substances en attendant d'avoir des certitudes. Ça ne veut pas ici dire que il faut fermer la porte à toutes les sources de progrès technologiques et autres, mais je trouve personnellement que l'on va parfois un peu trop vite et qu'on se retrouve du coup confronté à des problèmes parce qu'on n'a pas pris assez de recul avant de mettre certains matériaux et certaines technologies sur le marché. Et ça m'amène quand même à vous parler du principe numéro 15 de la déclaration de Rio qui dit que l'incertitude ne doit pas conduire à ne pas prendre des mesures visant à diminuer les risques pour la santé et l'environnement. Ben, il aurait été plus simple de dire l'incertitude doit conduire à prendre des mesures visant à diminuer les risques pour la santé et l'environnement. Alors les matériaux qui peuvent libérer des COV, ben, c'est d'abord les revêtements de sol, hein, qu'ils soient de type plastique, textile, résine, bois composite ou même parfois des matériaux de pierre naturelle ou céramique s'ils ont une finition de surface. Même chose pour les murs et les plafonds, on va parler de peinture, aussi des panneaux, encore des structures plutôt minérales. Et puis vous avez tout ce qui touche aux produits de fixation, adhésifs, mortier-colle, membrane autocollante, les ciments modifiés par polymère, des choses comme ça. Et puis vous avez tous les produits de finition, vernis, produits d'imprégnation, les produits de jointoiement et d'étanchéité. En prenant en compte que les produits qui sont évidemment les matériaux qui sont les plus préoccupants pour les COV concernant l'exposition des occupants, enfin, des futurs occupants, c'est principalement évidemment tout ce qui va être matériaux en contact avec l'air ambiant. Parce qu'évidemment, si votre colle est sous un autre matériau qui soit bois, lino, enfin ou autre, eh bien évidemment, il n'a plus de contact avec l'air ambiant. Ne pas oublier qu'il y a évidemment d'autres sources de COV qui sont parfois cachées, par exemple, l'émission, de fumée de combustion de différents types et notamment lors sur chantier. Il ne faut pas oublier que les feux de chantier, qui sont des combustions incomplètes, libèrent beaucoup de composés organiques volatiles. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider en fait dans le choix, des matériaux et surtout vous inciter à prendre certaines précautions, dans la mise en œuvre et dans les mesures de protection individuelles que vous pourriez, mettre en place? Eh bien, c'est d'abord la fiche, de sécurité. Donc tout produit, est accompagné d'une fiche sécurité qui va reprendre certaines informations, le nom du produit, le fabricant, certaines phrases, types et aussi, des petits sigles de sécurité. Et donc, en fait, ces sigles avant étaient orange avec un dessin noir et maintenant ils ont été modifiés. Ils se présentent sous la forme d'un losange rouge sur pointe avec un logo dessin noir à l'intérieur qui, en fait, peuvent vous alerter ou en tout cas attirer votre attention sur une caractéristique du produit que vous allez mettre en œuvre. Donc ces produits, ces sigles, ils sont soit pour désigner le produit s'il est catégorisé comme toxique, corrosif, inflammable, comburant, explosif, dangereux pour l'environnement, irritant, nocif. Là, j'attire votre attention parce que les personnes, connaissaient bien, je suppose, la croix de Saint-André, mais depuis 2015, en fait, il a changé. C'est un point d'exclamation dans le petit losange rouge et puis on en a créé un, pour désigner les produits qui étaient entre, toxiques et nocifs, hein, puisque la croix de Saint-André reprenait irritant et nocif. On a repris un nouveau, sigle pour présenter les produits qui pourraient être, mutagènes, reprotoxiques et créer des organes, enfin des lésions sur les organes, à long terme. Et donc celui-là, c'est une silhouette, d'une personne avec une petite, une espèce de petite étoile au niveau de la poitrine. Et donc ces produits sont particulièrement, on doit particulièrement être attentif à ce genre de produits puisque c'est dans ces produits-là qu'évidemment que sont repris les, produits catalogués comme perturbateurs endocriniens, par exemple.
Alors, il y a d'autres systèmes d'étiquettes qui sont directement imposés sur l'étiquette du produit. On connaît bien le système français, hein, avec le système qui correspond un peu à ce qu'on connaît sur les électroménagers, qui vont du A+, le moins émissif, au C, le plus émissif, et qui reprend en fait, qui mesure en fait les émissions, pour 11 substances plus les composés organiques volatiles totaux. Alors, cette classification intègre aussi, heu, quelques produits qui sont reconnus comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Mais néanmoins, heu, vous pourriez aller dans un magasin et acheter un produit de catégorie C, enfin je parle normalement en France, hem, parce qu'il coûte moins cher. Mais alors à ce moment-là, il faut être bien conscient qu'il y a un risque d'exposition beaucoup plus important aux composés organiques volatiles et certaines, organisations de défense des consommateurs ont d'ailleurs, en tout cas milité pour que cette catégorie C soit éliminée parce que ça présente quand même un problème de santé, puisque ça on laisse le choix aux consommateurs. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en Belgique, on a, choisi pour les produits, de revêtement de sol, de déterminer de manière, réglementaire les 170 substances qui ne peuvent pas dépasser certains seuils et donc le fabricant, pour pouvoir vendre le matériau en Belgique, doit correspondre à ce cahier des charges, à la base. Maintenant évidemment avec la libre circulation des matériaux, rien ne vous empêcherait d'acheter un matériau en France pour le mettre en œuvre chez vous et donc de bypasser cette protection, nationale. Parce qu'en fait ce genre d'étiquette présente un autre problème, ça c'est un cas d'école qui est particulièrement, comment, illustratif. C'était en 2004, l'agence environnementale allemande avait construit un nouveau bâtiment, exemplaire, pour son agence donc, environnementale. Il y avait 18 600 m² de revêtement de caoutchouc. Ils avaient choisi un produit catalogué A+, donc en toute sécurité. Et d'ailleurs, on le voit ici, il n'y a pas de souci. Les composants les plus importants étaient effectivement bien dans la catégorie qui nous permettait, enfin qui leur permettait en tout cas de le classer comme A+. Et puis ils ont constaté des problèmes de santé par les travailleurs qui étaient dans ce bâtiment. Ils ont fait des analyses et puis ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait des produits qui étaient problématiques, comme par exemple le dichlore de propanol et le naphthalène, l'un étant cancérigène et l'autre ayant des valeurs, donc LCI, c'est les émissions, les limites, valeurs limites d'émissions, pour, les matériaux et on voit qu'ici, ce produit, par exemple pour le naphthalène, dépassait, même s'il est en catégorie 3 au niveau des cancérigènes, dépassait largement, la limite qui aurait évidemment, provoqué son rejet dans le choix du matériau. Donc on voit que les étiquettes et sans doute aussi, certains labels permettent en tout cas de passer un peu au travers des systèmes parce que les systèmes ne sont pas enfin, il est difficile en tout cas d'avoir les systèmes les plus complets possibles, plus exhaustifs possibles. Mais donc de temps en temps, il y a des produits qui peuvent traverser certaines labellisations, certaines étiquettes. Les labels, les voici. Je vais vous en présenter, quelques-uns, mais un point d'attention, c'est quand on parle de label, il faut savoir qu'est-ce qui garantit, qui en est l'auteur, par qui est-il géré et surtout, est-ce qu'il y a des structures de contrôle pour ce label, des structures de contrôle indépendants. Alors je vous en ai cité, quelques-uns. Par exemple, pour les revêtements de sol, ici, vous avez les Emicode, qui est géré par une association, allemande pour le contrôle des émissions de produits de pose. Donc on pourrait se dire au niveau du gestionnaire, il est quand même un peu impliqué, dans les produits. Mais ici, le contrôle est effectué par des organismes accrédités et extérieurs et garantit donc des faibles émissions de CO2. Ça, c'est un label qui a, par exemple, une bonne, réputation, et il y a une gradation. On trouve ça aussi souvent dans les labels. Il y a une gradation dans les différents, labels. Donc le label, ici, par exemple, on a le ECE2 qui est moins, en tout cas, restrictif que le EC1+. Alors il y a d'autres labels comme celui-ci qui s'adresse plutôt aux peintures, aux bois de comp et produits qui dérivent, des bois à particules. Ah non, les bois et des produits qui dérivent, du bois comme les panneaux à particules, excusez-moi.
Et donc, ici, ce label garantit, par exemple, répond en tout cas à des exigences de qualité au niveau de normes d'émission des produits, et aussi plus particulièrement au niveau des processus de fabrication. Et l'avantage ici, c'est qu'aussi, il est contrôlé par des organismes indépendants. Il y a l'Ange bleu, qui est plus connu, qui est géré par le ministère allemand de l'Environnement et l'Agence fédérale pour l'environnement, qui est aussi contrôlé par des organismes indépendants et qui a une réputation pour avoir des cahiers des charges assez restrictifs, assez difficiles. L'écolabel, lui, est aussi un label qui s'adresse, par exemple, aux peintures et qui garantit les niveaux d'émissions qui sont, les niveaux d'exigence, en tout cas, qui sont ceux, de la législation européenne et donc qui sont un peu moins difficiles à atteindre que les labels, dont j'ai parlé précédemment. D'autres labels qu'on peut rencontrer encore sur les matériaux de construction qui garantissent un faible niveau d'émission. Celui-ci, c'est délivré par le laboratoire d'essai Eurofins, avec aussi une gradation en différents niveaux de restriction. Vous avez aussi d'autres labels qu'on rencontre de temps en temps, mais plutôt dans les pays scandinaves, mais évidemment par la libération la circulation des produits, on peut les rencontrer chez nous. Ici, par exemple, c'est un label finnois qui garantit un faible niveau d'émission des COV. Mais évidemment, là, ici, la structure de contrôle est interne à une organisation finnoise de la construction, mais qui est généralement bien cataloguée. Idem pour, ici, c'est encore un système scandinave, c'est un label qui est délivré par l'Institut technologique danois, donc de Indoor Climate Label, qui garantit de faibles émissions de COV. Donc, qui est plutôt un label qui est contrôlé au niveau fédéral au Danemark. Voilà, c'est un peu évidemment rapide comme présentation sur les COV. Voilà, le temps imparti, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein de choses à dire, il y aurait plein de choses d'autres à dire. Mais donc, je vous rappelle, si vous travaillez sur un label ou rencontrez un label, posez des questions, ben, n'hésitez pas à aller chercher de l'information. Il y a des sites qui offrent de l'information comme Infolabel ou EcoConso. Mais c'est toujours savoir qu'est-ce qui garantit, qui est l'auteur et par qui est-il contrôlé. Mais si vous voulez des informations, mais plus sur la question de la pollution intérieure, ben, n'hésitez pas à nous contacter. On a une permanence santé habitat au 071 300 300. On est un site internet, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. On essaiera de vous répondre dans la mesure, enfin, dans la limite de nos possibilités et de nos connaissances. À titre d'information et pour le particulier, on a aussi une série de fiches d'information sur différentes sources de pollution. Elles sont toutes téléchargeables ou disponibles sur papier, sur commande auprès de notre secrétariat. Voilà. Eh bien, grand merci, Monsieur Deloz, pour cette intervention. Alors, sans transition, nous allons passer directement à la présentation de Monsieur Mertens sur les avantages de la peinture et des enduits naturels. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais également partager mon écran en espérant que tout le monde pourra suivre facilement. Voilà. Donc, un clic. Voilà. Donc, en fait, je me présente, Alain Mertes de la société WR Trade. On est situé à Boulange et nous sommes importateurs en Belgique pour 3 types de produits. Mais j'étais déjà un peu trop laid dans mon exposé, donc faisons doucement. Voilà la table des matières, donc pour juste vous un peu expliquer de quoi on va parler. On ne Donc, voit pas votre présentation à ça l'écran. c'est pas bien. Alors je vais faire autrement. Maintenant, Non. non, je comprends. J'ai fait une bêtise. Je dois revenir un instant. Voilà. Alors, j'imagine c'est mieux maintenant.
Oui, c'est mieux. Je m'excuse. Pas de souci. Voilà, toujours visible? Parfait. OK, merci. Donc, c'est l'occasion pour moi de recommencer parce que j'ai fait un peu trop vite. Donc voilà le thème d'aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, les COV, et particulièrement pour moi, c'est les avantages de la peinture et des enduits naturels pour garantir la qualité d'air intérieur. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? D'abord, je vais présenter un peu la société en, en vitesse, comme je l'ai déjà fait. Puis les peintures naturelles, parler d'Oro, les caractéristiques et l'influence, bien sûr, sur la qualité d'air à l'intérieur. Les labels que M. Delos a déjà exposés, je vais peut-être encore rajouter quelques informations et vues de notre côté en tant qu'importateur. Et puis, les enduits d'argile, je présente la société Conluto, les caractéristiques et bien sûr aussi l'influence sur la qualité d'air à l'intérieur. Et puis, un petit résumé. Donc, comme j'avais déjà expliqué, WR Trade est une société située en Belgique, à Bulange, côté germanophone. Donc, j'excuse pour mon accent germanophone. J'essaye au mieux de vous expliquer tout ça en français. On a été créé en 2014 et on importe 3 marques de l'Allemagne vers la Belgique. Ce sont des produits durables. Les Oro, les peintures naturelles, Conduite, les produits d'argile et Durasidings, les façades en bois massif, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc, le mot durable est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais pour nous, ça signifie surtout que ce sont des produits qui sont d'origine des ressources naturelles et des ressources renouvelables, et qu'en partie, les produits sont réutilisables, comme l'argile, par exemple, ou bien qu'on peut les rendre à la nature en fin du cycle de vie. Quelques mots pour Oro. Oro est un fabricant allemand de peinture écologique qui a été créé en 1983, donc bientôt 40 ans d'expérience dans ce domaine. Et il est leader du marché allemand et aussi un pionnier parce que M. Fischer, le patron d'Oro, a vraiment commencé, il est premier à développer ce produit-là. Il y a 7 personnes en temps plein dans le laboratoire pour des développements constants. Et je pense que ce qui est très important, dans leur philosophie, la transparence maximale par déclaration de tous les ingrédients sur les produits. Ça montre quand même que c'est une société qui est très poussée dans tout ce qui concerne la durabilité. Elle propose une gamme complète comme les peintures murales, les peintures à la chaux et à l'argile, les lacs, les lasures, les vernis, les huiles pour parquet et les cols, etc. Encore un mot sur la caractéristique des peintures naturelles. Donc, nous, on appelle les peintures naturelles qui sont à base d'ingrédients naturels ou principalement matières premières végétales ou minérales, hors de sources renouvelables, qui peuvent être facilement restituées à la nature après utilisation. Et entre parenthèses, j'ai mis compostable. Effectivement, certains de nos produits sont compostables, même si ce n'est pas autorisé par la loi, ça il faut bien dire. Mais disons, au niveau de leurs ingrédients, comme c'est 100% naturel, on pourra le faire sans avoir le moindre problème si après on mettrait par exemple le compost dans le jardin. Alors, il faut faire une différence entre bio-based et naturel. Aujourd'hui, beaucoup de peintures sont appelées bio naturel ou bio-based. Bio-based, ça veut dire qu'il y a des ingrédients dans ce produit d'origine végétale ou minérale, mais une autre partie du produit, et ça c'est rarement indiqué, provient quand même de matières premières synthétiques. Donc, une peinture naturelle, pour nous, c'est une peinture 100% naturelle, ou bien, sur certains produits, lorsqu'ils font les conserver, il y a des conservateurs synthétiques utilisés. Malheureusement, on est toujours obligé de les utiliser parce que
la législation européenne est conçue d'une telle sorte que si vous voulez utiliser un conservateur pour un produit, vous devez le faire agréer pour qu'il arrive sur une liste positive, donc une liste où ce produit est accepté pour le marché européen. Mais au niveau des conservateurs naturels, les fabricants n'ont pas les moyens de se payer cette accréditation parce que c'est tellement cher et le chiffre d'affaires de ces produits ne permet pas, et le bénéfice bien sûr ne permet pas de payer ce genre d'examen, de contrôle. Donc des fois on est obligé d'utiliser des produits mais au niveau de le contenu en dessous de 0,1%. Mais tous ces produits-là sont, par le fait d'utiliser des ingrédients naturels, en émissions très faibles. Alors, parlons un peu de l'influence sur la qualité de l'air à l'intérieur, le thème du webinaire aujourd'hui. Monsieur Delos l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, les produits de construction peuvent être une source importante de composés organiques volatiles dans l'air intérieur. Je pense que ça, on a bien compris. Et à l'exemple d'Oro, on peut montrer qu'il y a moyen de fabriquer des produits qui répondent justement à ce défi, donc d'améliorer la qualité d'air intérieur. Et Oro a pris la décision de faire agréer ces produits par un label qui s'appelle AGBB. En fait, c'est un label qui a été créé par l'Institut environnemental d'Allemagne, qui est en dessous du ministère de l'Environnement allemand. Et en fait, c'est un label technique, donc ce n'est pas un label écologique. Et la différence par rapport aux autres labels connus, et dont M. Delos en a expliqué quelques-uns, c'est qu'ici, on teste l'émission de presque 350 ingrédients de produits après 3 jours et après 28 jours. Et pour chaque de ces 350, ou presque 350 ingrédients, ben, il y a une limite très basse qui est définie. Et à la fin, on va également regarder la somme totale des émissions des COV. Et là aussi, on doit rester en dessous d'un taux très bas. Ce qui veut dire, si vous recevez le label HBB, on peut vraiment dire qu'on est avec des émissions très très faibles. Oro a fait tester quelques produits, et pour d'autres produits comme la peinture à la chaux ou la peinture au silicate qui sont à base de minéral, ben là, on sait qu'on remplisse les critères du schéma d'évaluation de l'HVB et on peut dire qu'ils sont exempts d'émissions à cause de leur composition purement minérale. Donc là, de toute façon, on répond à ces critères-là. Ici à droite, vous voyez le schéma. Je pense que c'est peut-être très petit, on ne sait pas tout lire, mais ce n'est pas l'importance. En fait, on a juste le processus de l'évaluation des produits suivant RGBB. Et si vous regardez sur Internet, parce que vous le trouvez facilement sur Internet, aussi en anglais, c'est vraiment bien expliqué et qu'on fait la différence entre différentes sortes de COV, comme M. Delos l'a déjà expliqué. Et après, voilà, la somme totale va rester aussi en dessous de 0,1 mg par mètre cube pour certains types des ingrédients et pour d'autres, c'est en dessous de 1 gramme. Donc la totalité de toutes les émissions. Voici un exemple d'une peinture murale Oro, la peinture classique, je veux dire, un de plus utilisé. On voit qu'on est en dessous de 1 gramme par litre et la législation européenne des COV accepterait encore aujourd'hui 30 grammes par litre, donc on est largement en dessous. Bien sûr, il y a d'autres fabricants qui proposent des mêmes produits avec la même qualité. Ce qui peut être intéressant aussi, si on veut trouver des solutions,
si on a un problème, des doutes dans une chambre, dans une maison, il existe des peintures, comme ici l'air frais d'Oro, une peinture à la chaux, mais avec un effet photocatalytique. En fait, vous l'appliquez sur le mur et en combinaison avec le soleil, donc les rayons UV qui arrivent sur le mur, il y a une dégradation, par exemple, de formaldéhyde, qui est quand même un COV toxique. Et c'est un effet qui est prouvé par différents laboratoires. Et ici, les photos, c'est un hôtel en Allemagne où cette peinture a été appliquée, parce que c'est un hôtel bio, entre guillemets, qui met l'accent sur des matériaux naturels qui ont été utilisés lors de la construction. Alors, quelques mots sur les labels. Il y a effectivement un grand nombre, et vous voyez, il y a quand même une partie des labels que M. Delos avait également expliqué et repris dans sa présentation. Mais il faut savoir que dans les labels, il y a des labels que nous, on appelle des labels écologiques, donc qui regardent si le produit a été fabriqué avec des ingrédients naturels, on regarde les émissions, on regarde un peu toute la chaîne de la production. Il y a des labels techniques comme la AGBB, mais qui, donc, bien sûr, a aussi dit quelque chose au niveau de la santé, au niveau de la qualité d'intérieur. Et puis, il y a aussi des labels que nous, on appelle des labels marketing. En tout cas, on a l'impression que certains labels ont été créés pour pouvoir vendre des produits et moins pour pouvoir dire ce qui est vraiment dans la peinture. Donc, comme M. Delos l'avait déjà expliqué, faites vos recherches. Ne faites pas toujours confiance parce qu'il a un beau label sur un pot de produit. Ce qu'il faut savoir, certains labels ont été créés par des ASBL, peut-être au départ avaient aussi une très bonne vision, mais à la longue, il faut savoir que les clients, ce sont les fabricants qui viennent pour se faire tester. Et des fois, il y a aussi un conflit d'intérêts parce que d'un côté, bien sûr, on veut pousser les produits écologiques et le bien-être des gens, mais on est quand même dépendant des clients qui viennent avec leurs exigences. Et certains labels, alors, ne restent peut-être pas sur la ligne de droite et leur philosophie. Et alors, à ce moment-là, certains critères sont peut-être trop bas, entre guillemets, parce que c'est toujours relatif qui définit ce qui est trop bas ou trop haut. Mais si on compare les différents labels, on trouve des différences. Et ça, vous pouvez avoir l'ange bleu, par exemple, en Allemagne, qui pour certains produits dit, là, vous pouvez avoir confiance, mais on a déjà entendu aussi pour certains produits, c'est moins, ça dit moins sur la qualité ou la respectuosité du produit par rapport à l'environnement que pour d'autres. Donc, c'est même pas dit qu'un label sur un produit veut toujours dire la même chose. C'est très compliqué, en fait, de comparer et de comprendre finalement qu'est-ce qui est le label qui me donne vraiment un avis concret et correct. Donc, un label peut donner une orientation, mais peut aussi tromper. Il faut s'informer, tout simplement. Et par exemple, si on a ici le label, je vais essayer de vous, voilà, le label français, que M. Delos a déjà expliqué, qui teste sur 11 substances qui peuvent donner des émissions, plus la somme, et vous le comparez au AGBB qui contrôle sur presque 350 substances, vous voyez qu'il y a une grande différence. Après, qui peut dire que l'un est mieux que l'autre, ça c'est autre chose parce qu'il faut voir quelles sont les substances qu'on rencontre aussi dans la maison. Mais M. Delos parlait de, je pense, 900 en tout qu'on connaît. Donc, voilà, il faut tirer ses propres conclusions en comparant les différentes labels. Alors, les enduits d'argile,
pour les portes de chez Conluto, une société créée en 1993, donc presque 30 ans d'expérience, et qui fournit des enduits de base, de finition, des panneaux d'argile, des enduits de décoration, peinture à l'argile, stucco à l'argile, accessoires, etc. Les caractéristiques de l'argile, c'est un produit entièrement naturel, minéral, donc connu depuis 9000 ans, que l'homme utilise déjà de l'argile, réutilisable même après des décennies. Effectivement, on peut démonter des maisons et récupérer l'argile même après 100 ans et le mélanger avec de l'eau et le réappliquer. Ça se fait d'ailleurs aujourd'hui sur certains projets. Il est sans émission et sans allergène, capacité hygroscopique très élevée. Il absorbe les odeurs et les substances nocives, stocke les calories par inertie et on peut réaliser des finitions organiques ou modernes. Souvent, on pense que l'argile, c'est organique, c'est classique, c'est rustique, mais si vous regardez la photo ici en dessous, on peut faire également des surfaces super lisses et très modernes. Alors, l'influence sur la qualité de l'air intérieur, ben, vous voyez sur la photo, ici à côté, un minéral d'argile à 3 couches sous le microscope, et on a fait des calculs. Il a une surface spécifique extrêmement grande. Il y a jusque 1000 mètres carrés par gramme, ce qui est énorme et ce qui explique que l'argile est capable de temporairement ou durablement absorber des molécules d'eau, je pense que c'est connu, des odeurs également, et aussi des polluants, des COV. Je pense que vous connaissez tous les faits sur le climat intérieur de l'argile, donc d'absorber l'humidité lorsqu'il y a trop d'humidité dans une pièce et de relâcher l'humidité lorsqu'il fait trop sec. Mais ce que peu de gens savent, que l'argile fait ça aussi avec les COV. Donc il ne va pas détruire les COV ou dégrader les COV comme la peinture et après le permettre de faire, mais s'il y a des points de COV, l'argile va absorber, et si le COV dans l'air, dans le bâtiment, dans une pièce, diminue, ben, il va relâcher. Donc il va au moins diminuer les pointes, mais repartir alors sur un long terme. Alors, si le climat intérieur n'est pas bien, quoi faire? Ben, on ne peut pas démolir la maison ou enlever le plafonnage, sûrement pas, mais je pense que lors de la rénovation, on peut avoir des réflexions et par exemple travailler avec des panneaux d'argile qui permettent de modifier le climat à l'intérieur. Je peux le prouver par le fait d'avoir rénové notre living en mettant en plafond des panneaux d'argile et on sent vraiment la différence. Maintenant, sans avoir des tests sur les COV, mais je suis persuadé que, enfin, je le sens tous les jours, que ça a amélioré le climat. Donc, il y a quand même d'y réagir s'il y a un problème. Et c'est déjà presque le résumé. En fait, il est difficile a posteriori de mesurer les émissions à l'intérieur, et d'ailleurs c'est très coûteux, et n'apporte pas toujours la clarté peut-être souhaitée. Donc, c'est mieux d'utiliser le moins de produits émettants possible, et si ce n'est pas faisable, pas tout le monde veut avoir partout des finitions argile, par exemple, il veut utiliser des peintures avec des belles couleurs, des belles teintes, donc utiliser des produits sans émissions ou à faible émission, mais aussi durables. Et comme je vais l'expliquer, profiter des rénovations pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur. Donc je pense à ce niveau-là, il y a moyen d'améliorer la qualité et tenir compte de l'ensemble des enjeux et exigences. Et ici, à droite, donc j'ai réalisé un petit croquis. Parce que sur les produits, surtout les peintures et aussi les argiles, mais après, sur les peintures, on les classifie suivant 2 critères. Une fois la technique, donc la résistance à l'abrasion, le pouvoir couvrant, la consommation, et de l'autre côté, la santé et les émissions, donc les COV, la qualité de l'air, etc. Un aspect qui est souvent oublié, c'est l'environnement et la durabilité. Donc, suivre toute la chaîne d'approvisionnement. Et cela commence avec la récolte ou l'extraction des matières premières
et toute la chaîne de production. Parce que si on parle de COV dans les maisons, lorsque le peintre l'applique, M. Delos l'avait expliqué, il est exposé lors de l'application d'une peinture ou lors de placement de tapis ou de parquet. Mais on oublie peut-être les ouvriers dans les usines aussi qui fabriquent ces produits-là, où eux, ils sont souvent aussi exposés au COV. Donc, je pense qu'il y a durabilité, ça signifie aussi de regarder un peu l'ensemble. Et la conclusion, le dernier mot, pour moi, c'est nous faisons tous partie de la nature. Donc, on n'est pas isolé et ainsi on ne peut pas regarder les éléments isolés. Voilà. Merci de votre attention. Eh bien, Monsieur Mertens, un grand merci pour cette intervention sur les avantages de la peinture et des enduits naturels. Donc, gardez bien à l'esprit qu'une bonne peinture, c'est une peinture que l'on peut verser dans un compost déjà. Et comme matière de qualité de l'air intérieur, l'argile est agile. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole maintenant, à débloquer le micro et à éventuellement poser des questions à nos deux intervenants. Apparemment, vous avez été limpide dans vos présentations. Bon, si personne n'a des questions par rapport à ça, on va tout doucement clôturer le webinaire. Donc, l'idée, c'est que l'ensemble de l'intervention sera disponible sur la page YouTube de Ether. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, tapez Ether, vous retomberez directement sur la page. Et je vais peut-être laisser la parole à Yasmina pour clôturer. Et en tout cas, je vous remercie pour les interventions et pour le suivi de ce webinaire. Merci Anthony. J'ai mis dans le chat le lien vers les replays des webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire, c'est encore possible. Il en reste 2, comme expliqué précédemment au début de ce webinaire. Et si vous le souhaitez, rejoignez-nous pour notre événement de clôture qui a lieu le 22 septembre à Valenciennes. Je vous mets aussi dans le chat le lien d'inscription. Voilà, merci à tous, merci aux intervenants et à bientôt. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci pour vos interventions. Excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir.